Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui à la Cité de la Voile Éric Tabarly un skipper que nous n'avons encore jamais eu le plaisir de recevoir sur notre plateau et qui pourtant fait partie des visages incontournables de la course au large. Il est jeune, il porte dignement un anneau de capornier qui lui donne des airs de pirate ou de Corto Maltese et derrière un sourire qui ne le lâche pas et une facilité déconcertante se cache un immense talent et surtout un esprit de compétition redoutable. À 29 ans, ce marin suisse qui a fait ses armes sur la Mini Transat 2013 et compte déjà 2 tours du monde, 2 Vendée Globe dans son sillage, dispose enfin d'un bateau à la hauteur de ses ambitions. L'Hugo Boss d'Alex Thomson, un voilier avant-gardiste sur lequel il s'élancera en 2024 pour son 3e Vendée Globe. Un petit bijou de technologie qu'il est en train d'apprivoiser et dont il va pouvoir exploiter tout le potentiel dès la prochaine route du Rhum. Alan Roura est avec nous, on l'accueille. Bonjour Alan, installe-toi. Merci d'être avec nous. On est vraiment super heureux de t'accueillir sur ce café. Ça fait un petit moment que tu es en Bretagne. Est-ce que le Suisse que tu es s'est bien acclimaté? Est-ce que la montagne te manque en hiver comme ça? Je me suis plutôt bien acclimaté, je pense, depuis le temps. J'ai l'impression d'être chez moi ici. C'est vrai que c'est rude au début quand on arrive en Bretagne. En plus, j'ai débarqué à Douarnenez, donc autant dire que c'était vraiment le cœur. En 2012. Voilà. Et je suis tombé amoureux. Et autant je suis suisse de nationalité, mais aujourd'hui j'habite ici, c'est chez moi, quoi. Alors Alan, tu as aussi un peu de sang catalan dans les veines, ou parce que tu étais récemment en Espagne en famille? Explique-nous. Exactement, du côté de mon père, en fait, c'est une famille catalane juste à côté de Barcelone, à Vilassar de Mar. Là que vient ce teint allé, du coup. C'est ça. C'est pas très suisse en soi, mais oui, donc voilà le teint, les poils. Alors, à ton arrivée du Vendée Globe en février 2021, tu avais exprimé tout de suite le désir de revenir sur ce tour du monde en solitaire, mais à condition de disposer d'un bateau compétitif. Tu as coché cette case en rachetant l'Hugo Boss d'Alex Thomson. Alors, il est comment ce bateau? Raconte-nous un peu. Il est merveilleux. Il est dans les yeux. Il est incroyable. C'est vraiment un rêve de gosse. En fait, j'ai cette image le jour où il est arrivé au port du Havre pour la Transat Jacques Vabre en 2019. On voit l'image d'ailleurs. On a vu ce bateau et tout le monde était là, mais c'est la machine, quoi. Et j'ai souvenir avec l'équipe de se dire si un jour on pourrait avoir ce bateau, ce serait juste inimaginable en fait. Ce serait trop beau pour être vrai. Et aujourd'hui, je suis à la barre de ce bateau qui est incroyable, qui tient des moyennes de vitesse qui sont très élevées et finalement qui reste un bateau facile. Oui, c'est ce qu'on allait dire parce que du coup, entre le convoyage, les navigations large de l'Orient, tu as fait quasiment 3000 milles sur ce bateau, voire plus. Et tu as le sentiment de l'avoir déjà apprivoisé? Alors apprivoisé dans son utilisation de tous les jours, oui. Après, d'aller vite tout le temps, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, d'utilisation comme ça, ouais, on est en phase d'apprentissage avec l'équipe. Et jusqu'à là, on n'a rien cassé à bord du bateau. Et on fait plein d'erreurs, forcément, parce que le bateau est une nouvelle génération avec des grands foils. Donc les alarmes sonnent régulièrement. Et c'est un bateau qui est sain. Et en fait, c'est très agréable de naviguer sur ce type de bateau. Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus sur ce bateau? Je pense qu'en fait, il y a une part de prendre le relais d'Alex ou quand je navigue sur ce bateau, j'ai toujours de la peine à me dire que c'est le mien. C'est un grand monsieur de la course au large. Et j'ai un peu la pression derrière la statue du commandeur. On en parlera de cette petite pression qui est potentiellement là. Oui. Oui, il y a cette part-là de petite pression. Ouais. Alors ce bateau d'Alex aussi, sur lequel il a mis sa touche, il a la particularité d'avoir un cockpit complètement fermé. On s'habitue, on est dans un cocon ou au contraire c'est d'autres sensations? On m'a posé la question de souvenir hier ou avant-hier. Est-ce que c'est le marin qui s'habitue au bateau ou on modifie le bateau pour le marin? Et finalement, notre précédent bateau, on l'a entièrement modifié pour moi parce que à l'époque, c'était Armel, le Cléache et comment dire. C'était l'ancien Britair et que le tu avais, oui. Et donc 2 skippers grands. Et moi, je suis pas très grand, vous l'avez remarqué. Du coup, on a dû tout modifier. Et dans ce bateau-là, en fait, tout est à ma taille.
c'est hyper Parce qu'Alex agréable. Thompson a plutôt Tu un Tu as même trouvé gabarit, tes ouais. marques. Et Voilà. du coup, les marques sont faciles à prendre, de naviguer à l'intérieur. En fait, on peut pas revenir en arrière quand on a goûté à ça. C'est juste C'est pas moins de possible. fatigue en même temps, c'est un gain de performance, tu trouves du On coup se repose beaucoup mieux, on a moins de bruit, on ressent moins les mouvements du bateau et on est sec, quoi. Je veux dire, on navigue en crocs ou en chaussettes et il y a 30 nœuds de vent Ça fait du bien aussi. et Ouais. c'est quand même hyper agréable. Ouais. Surtout sur un tour du monde quand Ouais. ça dure 3 mois. Et on est plus dans le pilotage, tu dirais, parce qu'on n'est plus dans l'image du marin qui a les cheveux dans le vent, les embruns dans la tête. C'est très fin aussi, on pilote vraiment aux instruments. Bah, en fait, ça reste un bateau. C'est ça qui est étonnant, c'est que... Alors oui, on est toujours sous pilotage automatique, hein, parce que ça reste un IMOCA, on n'a pas le temps d'être à la barre, ou du moins, ça va être 1 heure de plaisir. Mais si on veut, sur ce bateau, on peut se mettre à la barre dehors et naviguer à l'ancienne, au ponon, avec un IMOCA qui va à 30 nœuds. Et je trouve ça assez hallucinant de passer d'un bateau qui est rempli de technologie à un bateau, on est clairement sur un gros optimiste à la barre dehors. Et en fait, on peut choisir ce qu'on veut. Alors ce bateau, tu l'as dit tout à l'heure, il te faisait rêver quand tu le voyais au ponton, mais il était aussi très convoité. Comment vous avez raflé la mise parce il fallait dégainer vite. Ouais, ça a été une longue aventure d'avoir ce bateau. Mais l'aventure, finalement, le bateau, c'est une chose, mais c'est de trouver les financements qui nous permettent déjà d'acheter ou de construire un bateau. Donc ça, nous, on a eu la chance d'avoir un investisseur à l'arrivée du Vendée Globe qui s'est porté garant de ça. Et puis après, il fallait qu'on trouve notre budget de fonctionnement. Et on s'est retrouvé à 1 semaine en tout pour tout. Il fallait poser la compte, signer les papiers et que le sponsor valide. Enfin bref, et en gros, à 2 semaines près, on baissait les bras parce qu'à un moment donné où monter un projet Vendée Globe, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et plus le temps passe et moins on a de temps pour se préparer. Et en fait, ça s'est joué au final à quelques heures entre skippers pour acquérir ce bateau. Donc voilà, ouais, je suis très fier aujourd'hui Et donc vous n'avez d'avoir pas réussi. discuté le prix, j'imagine, du coup, qui était. On discute On pas discute. trop dans ces cas. Ouais, non, on discute pas trop. Et puis après, on achète l'expérience aussi avec. On achète Ouais, on va en 20 ans parler. de carrière. Ah oui, ouais. Mm. Avec l'expérience d'Alex qui te passe vraiment le flambeau et qui t'accompagne. Juste, tu parlais de ce nouveau partenaire. Tu dévoileras son identité en mars. Peut-être là, tu disais, peut-être dans 15 jours, un peu plus. Est-ce que tu peux quand même nous donner un petit indice? Aucun. C'est un mécène, rien du tout. Tu Aucun. ne lâcheras rien ce soir. C'était sûr, Virginie. On C'est tente, bien, on tente c'est quand bien même un petit tenté. peu. Bon, En tout allez. cas, on vient de parler justement de cette passation. Tu as bénéficié, c'est vrai, d'une mise en main personnalisée. Donc c'est quand même une sacrée opportunité avec ce monsieur de la course au large. Je pense que déjà de réaliser qu'on est à la barre de ce bateau, c'est une chose. Et quand on est en mer et à un moment donné, il y a Alex Thompson qui tape sur l'épaule et qui dit maintenant tu es le skipper du bateau. Il y a un moment un peu étrange qui se passe dans la vie d'un homme où on se dit mais là c'est juste pas possible. Et naviguer avec ce personnage, c'est incroyable. En 1 journée de navigation, c'est 1 mois d'expérience, donc c'est vraiment tout bénef. C'est un apprentissage vraiment en accéléré. Exactement. Mm. Alors aujourd'hui, on manque encore d'expérience dans les allures portantes avec le bateau, puisqu'on a eu beaucoup de prêts jusqu'à Et il est là. spécialement plutôt typé pour le portant d'ailleurs de ce Exact. bateau. Le prêt n'est pas forcément Ça son va être atout. Ouais. le point à travailler durement cette saison. Et Alex, est-ce qu'il t'a soufflé un petit conseil, un petit mot là, déjà dans l'expérience que vous avez partagée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà énormément apporté, j'imagine? Il a les petits mots qui vont bien, les petits conseils qui vont bien? Bah, Alex n'est pas un grand communicant, comment dire, pour transmettre son expérience, mais moi, il a dit ce qui me suffisait. C'est-à-dire, ok, Alan, je t'ai vu naviguer avec du travail, tu peux prétendre à quelque chose sur le prochain Vendée Globe. Et moi, ça m'a suffi. Donc maintenant, il faut travailler pour en arriver à ça. Mais on échange énormément, et pas seulement sur le côté performance du bateau, mais aussi technique avec Alex, parce que il le connaît très bien. Et nous, on est dans l'état d'esprit de continuer à utiliser le bateau tel quel en ce moment, avant de vouloir le faire évoluer pour gagner en Il performance. reviendra naviguer un peu avec toi en Bretagne. C'est une passation dans la durée un peu alors. C'est une passation un peu dans la durée. Alors nous, là, on a une phase de chantier, le bateau est au sec, donc il va revenir naviguer. Lundi, là, Donc il va venir renaviguer après la mise à l'eau. Donc voilà, on essaye de naviguer un maximum ensemble. Ouais. Alors, on le sent en filigrane depuis le début, il y a une petite pression parce que forcément, tu rentres dans un...
voilà, ça te donne de nouvelles ambitions aussi d'être à la barre de ce bateau. Tu sais que tu vas être attendu au tournant aussi. Oui, oui, c'est sûr qu'on va m'attendre au Il y a d'autres qui le tournant. voulaient quand même, ce bateau-là. Donc, Et en même temps, je pense que faut pas se brûler les ailes. Il y a une phase d'apprentissage qui est très importante avec le bateau. Il y a aussi se qualifier à la Route du Rhum. La Route du Rhum est déjà un objectif de performance pour moi, de faire mieux le que la grand dernière fois. rendez-vous cette année. Hein. Et donc du coup, voilà, les premières courses, c'est vraiment apprendre à connaître le bateau, à se sentir bien dessus. Finalement, on a peu d'occasions de naviguer vraiment en solitaire sur ces bateaux. Et donc voilà, profiter de ces courses pour apprendre énormément et puis être voilà, dans le top sur la Route du Rhum, ce serait déjà génial. Alors Alan, ce bateau aussi, bien sûr, il te propulse dans une autre dimension, c'est-à-dire au niveau de ton équipe, il y a forcément une montée en puissance. Donc vous allez devoir recruter un petit peu d'ailleurs, non? Et Alors, changer l'organisation peut-être. Exactement, on a fait évoluer énormément les postes par rapport au précédent projet, ce qui était aussi un peu le deal dans le sens où chacun de l'équipe le boat captain est passé directeur technique, le préparateur est passé boat captain, tout le monde a évolué, ce qui donne plus de responsabilités. Et en fait, c'est une source aussi de motivation parce que ce bateau, on part tous d'une feuille blanche aujourd'hui. Et donc c'est assez incroyable en fait de créer une équipe pour un bateau qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut trouver les bonnes personnes pour les bons postes et c'est hyper intéressant. Malheureusement, dans cette période, on a beaucoup de bateaux en construction, donc les équipes techniques sont très convoitées. Donc c'est pas facile de trouver des gens, mais on y arrive, on s'en sort. On Voilà. précise, En plus, vous recrutez, Alan, pardon, oh, je pardon, voulais juste Virginie. préciser, vous recrutez en CDI, c'est ça, Oui. un préparateur technique et un responsable système embarqué. Hein, c'est Responsable ça, système embarqué, préparateur technique, c'est en discussion. On essaie. Ce qui est très difficile, c'est de voir la quantité de travail, d'entretien de ce bateau. Par rapport à l'ancien, c'est pas facile. Pas la même dimension. Oui, comme tu dis, c'est pas la même chose. En plus, tu as toujours eu des petits budgets avec des équipes soudées, une équipe familiale. Sont aussi des valeurs, j'imagine, que tu souhaites garder, même avec ce 60 pieds très compétitif. Alors c'est forcément ce que l'on souhaite, c'est garder cet esprit tribu d'une équipe soudée parce que en fait je trouve qu'on oublie assez vite que quand on veut faire de la performance ou un projet course au large, il y a le skipper, mais on oublie beaucoup l'équipe technique derrière et c'est elle qui fait tout le travail. Et il faut que l'équipe technique se sente bien. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et donc, c'est tout un travail qu'on fait dans les recrutements, dans le choix des personnes, où on a un échange très ouvert, et ce qui nous permet en fait de constituer une équipe tous ensemble. La base de l'équipe d'il y a 4 ans, c'est toujours la même aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. C'est des gens de confiance qui ont été déjà démarchés. On a vécu une année dernière qui a été très compliquée avec un licenciement économique de toute l'équipe. Donc aujourd'hui, on sort la tête de l'eau et ça, c'est chouette. C'est une belle fierté. Alors on va parler justement de tes défis, hein, parce qu'il y a forcément en ligne de mire avec ce bateau ce Vendée Globe 2024, mais tu en parlais, il y a aussi la Route du Rhum cette année, avec l'envie de faire encore mieux qu'en 2018 et cette 7e place. Il va y avoir quand même un plateau de folie, hein, c'est un peu le casse-tête là, des organisateurs d'arriver à donner des places, parce qu'on ne pourra pas dire oui à tout le monde. Quels sont tes objectifs, toi, sur cette Route du Rhum ? Je pense que les objectifs, ça va être les mêmes que sur le Vendée Globe. C'est de partir en se disant j'ai toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien et arriver avec aucun regret. De se dire j'ai fait la trajectoire que je voulais, je suis allé là où je sentais que c'était la bonne option. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai peut-être fait des erreurs, mais et pour moi c'est ça, gagner une course aussi, c'est on peut faire 3e et avoir gagné sa course. Et j'aimerais que sur cette route du Rhum, voilà, partir avec. On a un temps assez court, hein, mine de rien, pour cette préparation de la route du Rhum, mais me dire voilà, avec le temps imparti, je me sens prêt. Il faut dire, Alex, tu avais fait une belle route du Rhum en 2018 parce que tu avais terminé 7e. On imagine, là, tu vas faire un peu toute la saison. Il y a la Bermude Mille Race, il y a la Vendée Arctique et puis le défi Azimut à Lorient. Tu vas être présent partout ou... On sera présent sur toutes les courses. C'est très intense, mine de rien, parce qu'entre la mise à l'eau des bateaux et le départ de la première, il va se passer 1 mois, et puis 1 mois entre les deux. Enfin, c'est très temps de intense. récupération, Ouais. beaucoup de prise en main. Ouais. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours qui est quand même assez original. Tu es suisse, tu as navigué dès la plus tendre enfance et dès l'âge de 8 ans, tu as aussi bourlingué avec tes parents un petit peu autour du monde. Un parcours aussi à la Laurent Bourgnon, d'une certaine manière. Est-ce que c'est là que tu as puisé ton goût de l'aventure, cette espèce d'attrait de l'inconnu qu'on sent en toi ?
On est parti en bateau en 2001 et arrivé aux Canaries, en fait, on accompagnait la Mini Transat. Enfin, on l'accompagnait sans l'accompagner. On était parti de Gibraltar, donc nos routes se sont croisées. Et escale à Lanzarote, j'ai vu ces marins, j'ai vu ces bateaux, et je me suis dit, j'étais haut comme trois pommes, hein, mais un jour, j'y serai. Et c'est toujours pareil, les parents se disent, oui, bon, c'est le rêve d'enfant. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté de penser à la course au large et à la Mini Transat. Et puis, Ça t'a prédestiné à devenir Ouais, coureur c'était une de nos océanique. questions. L'envie T'y pensais était déjà là. dans l'enfance. j'y pensais déjà. À 15 ans, j'achetais un vieux proto dans la Caraïbe qui était une épave coulée, que je retape, et je fais pendant 2 saisons tout l'arc entier en solitaire pour m'entraîner à la Mini Transat. J'étais buté en fait, hein. J'étais vraiment buté à me dire un jour je ferai de la course au large. Et après, il faut franchir le pas en fait. Il faut se dire, je vais en Bretagne parce que c'est là-bas que ça se passe, et puis je me lance, quoi. Mais ouais, c'est. Puis après, on s'entraîne. On a fait la Transpacifique avec mon père en double. On n'avait pas de pilote automatique. Et on a mis 26 jours à deux à la barre. C'était long. Et c'est un super entraînement, en fait. Et c'est rigolo parce que quand on débarque dans le domaine de la course au large, on nous dit oui, mais t'as pas d'expérience. Mais j'ai pas d'expérience dans la course au large. Mais par contre, en mer. Un paquet. Et justement, alors tu as toujours été quand même l'un des plus jeunes ou le plus jeune participant aux courses auxquelles tu as participé. Tu restes d'ailleurs le plus jeune participant au Vendée Globe aujourd'hui. Est-ce que tu as le sentiment, toi, d'être un homme pressé ? En fait, j'ai peut-être brûlé des étapes à un moment donné, mais je voyais pas pourquoi attendre d'avoir les cartes en main pour gagner. On peut attendre toute sa vie pour ça. Et moi, je me suis toujours dit, si un jour tu peux y participer, pourquoi attendre ? Vas-y, fonce, on n'a qu'une vie. Et puis au moins, tu verras si ça te plaît avant de vouloir essayer de gagner quelque chose. Et donc, oui, j'ai fait pas mal de courses jeunes et j'ai adoré ça. Et je regrette pas du tout d'avoir fait le parcours que j'ai aujourd'hui parce que ça permet aujourd'hui de pouvoir prétendre à quelque chose. D'avoir une grande maturité malgré ton jeune âge. Tu le disais, tu es venu t'installer en Bretagne, à Douarnenez au début en 2012. Ouais, très jolie ville aussi. Tu as racheté un vieux proto, donc un 650 avec lequel tu voulais donc faire cette mini transat qu'on l'a compris, tu l'avais bien ancré en tête. Alors tu as fait cette mini transat en 2013 avec un tout petit budget, tu étais le Benjamin, voilà, c'était un peu de la bricole. Qu'est-ce que tu en retires avec le recul ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette course ? Est-ce qu'elle était formatrice ? Je pense que ça restera, si c'est pas la plus belle, en tout cas une des 3 plus belles courses que j'ai faites de ma vie, parce que on sait pas à quoi s'attendre. Finalement, on est tous des marins avec un rêve dans les yeux, avec le rêve de traverser l'océan sur une coquille de noix et qu'on a On préparé voit des nous-mêmes. images de cette mini là, Oui. à Et l'écran. puis là, moi, mon bateau, c'était un bateau en bois. Hein. J'étais un Oui, des c'est un seuls. bateau en bois, oui. C'était Tu n'importe avais d'ailleurs quoi. connu Il des faisait 2 fois le galères poids avant. des autres. Oui. Enfin, mais c'était l'aventure. Et puis, et justement, on mise pas sur je vais faire une performance, mais la mini transat, c'est comme un Vendée Globe, tout peut arriver. Et j'ai Et rencontré l'idée, des c'est d'aller gens. au bout, traverser. Ouais, et puis j'ai rencontré des gens qui me suivent, qui sont toujours là. On est proches, on est amis. Et ça fait 10 ans maintenant cette phase mini et ça soude. Et c'est pour moi, il n'y a pas que la mini transat, c'est la famille de la 650. Avec cette magie, justement, cette course qui peut se faire en amateur, avec des petits moyens, un petit budget, en bricolant son bateau, comme tu l'as fait pour cette mini transat. Oui, en plus, Virginie, même s'il avait un bateau en bois, comme tu l'as dit, tu avais eu beaucoup de galères dans les courses préparatoires, tu avais dématé. Je me souviens, mais je crois que tu avais terminé 11e sur 31 protos, non ? Ouais. Oui. Donc, jolie performance. Alors, la marche au-dessus, que tu n'as pas hésité à franchir non plus, c'était le Vendée Globe en 2016, avec encore un vieux bateau, l'ex-Super Bigou, que Bernard Stamm avait construit, un autre Suisse, bien sûr, avait construit dans un hangar à l'Esconil, et avec lequel tu as bouclé ce premier Vendée avec une très belle 12e place. Et ensuite, tu as réussi cette perf. Mais pour ton deuxième Vendée, tu avais un bateau un peu plus récent, enfin relativement, parce que c'était, on l'a dit tout à l'heure, le Britair d'Armel Cléache, un plan finaux 2007 que tu avais boosté quand même avec des foils. Et qu'est-ce que tu as là eu aussi beaucoup de galères, mais qu'est-ce que tu retiens de ces 2 tours du monde ? Le premier, c'est la découverte. C'est comme la mini transat. On a préparé le premier projet comme on préparait un mini pour. C'était vraiment. On y va, on prépare un bateau pour un tour du monde. On prépare pas pour faire le Vendée Globe. De gagner 10 grammes là ou 1 kilo ici, c'est pas grave. T'es pas dans cette démarche. Non, on voulait que le bateau puisse faire le tour avec le marin. Et tous les jours, c'était
une nouvelle histoire, c'était beau, c'était chaque lever de soleil, tout était merveilleux. Et le deuxième, c'était plus compliqué parce qu'on part dans un état d'esprit où on sait ce que c'est. Plus de performance. On est plus dans la Oui, performance, l'envie de... Ouais, mais en réussir. fait, on retombe vite parce que phase performante, déjà dès les premiers jours, la météo est compliquée. Moi, je décide de partir dans la tempête dès le début en me disant j'ai un bateau solide, je vais partir devant tout le monde et ça va être top. Ça a été l'inverse en contournant et ils m'ont mis un caramel. Et puis après, des soucis techniques. Et en fait, ces deux Vendée Globe, je pense, aujourd'hui, me permettent de pouvoir prétendre à quelque chose. J'ai eu le côté un Vendée Globe facile, le premier, avec vraiment l'esprit aventure. Le deuxième, où beaucoup de déceptions, parce que j'avais pas signé pour ça. Mais je pense qu'il faut passer par là, de souffrir, mais d'aller au bout, de pas baisser les bras. Et parce découvrir que... ses limites aussi et sa d'ailleurs, capacité à se surpasser, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, tu as dit tout de suite dans l'interview faite sur le bateau, dans la vie d'un marin, on a besoin de faire une course dans le mal. Ça, c'est fait, mais je suis prêt à repartir plus fort. Mais quand même, c'est vrai que tu as eu de vraies galères et tu as passé près de 100 heures sur ton puits de quille. Dans ces cas-là, est-ce qu'on n'a pas la tentation quand même d'abandonner? Il y avait la Nouvelle-Zélande qui pouvait t'accueillir. C'est tentant, hein, c'est tentant. Après, quand on n'a pas... En fait, on se laisse un peu guider par le temps. On laisse filer les jours pour plus avoir le choix que de continuer. Et puis après, on se retrouve côte à côte avec des bateaux. Et moi, j'ai un souvenir avec Jérémy Bayou et Charal où il me dit mais j'hallucine sur le fait que tu arrives à tenir ton bateau avec la quille dans l'axe. Et en plus, tu vas pas si lentement que c'est ça. un bateau Tu avais passé J'étais plus de 100 beaucoup. heures dans ton puits de cuit, hein, dans les mers du Sud. C'est une sacrée le galère. petit, je le connais par cœur et c'est vrai que je me dis à ce moment-là sur l'eau tu te dis je vais tout donner jusqu'au bout et puis je dépasse Stéphane Le Diraison qui m'avait dépassé un peu avant, enfin bref, mais Donc, on trouve un Tu match t'es dans le match. remotivé, oui. On trouve une course dans la course Ouais. finalement avec d'autres marins et Jérémy, comme tu le dis, qui lui aussi avait eu son lot de galères et lui aussi a fait preuve d'une belle résilience. Jacques Carès, le directeur de course, avait été bluffé par cette capacité à gérer les galères, à te surpasser, à surmonter les difficultés. Et on va voir justement une petite vidéo qui témoigne de ta capacité à rester positif alors que la vie est loin d'être facile, mais tu gardes le sourire. On regarde ça. Voilà, c'est pas si simple avec ces conditions, le vent est hyper stable. On a du riz, on avait un riz là jusqu'à là on a mis le deuxième parce que le bateau il n'est plus. Et voilà, on fait avec. Ça tartine un peu. On est un peu sous l'eau quoi. Bon, on est à 20 nœuds donc c'est plutôt pas mal d'arriver à tenir ces vitesses là. C'est même super cool. On est malassé à bloc. On est un peu chargé quoi. On est un peu chargé mais bon. Voilà, là il y a 25 nœuds établis. Et ça tartine. Alan, même tu dis sous l'eau, mais ça rigole encore. Un documentaire suisse t'a été consacré et puis il est intitulé Les 40e souriants. Ce soir encore, on te voit sourire. C'est ta nature profonde. Je pense que le jour où je suis plus heureux de faire ça, je ferai autre chose. Et oui, oui, j'ai toujours eu ce sourire et c'est ma marque de fabrique. Voilà. Et merci de l'apporter sur ce plateau, ce sourire. Voilà. Une dernière petite question, même si tu as un petit peu répondu au tout début de l'émission, hein, on se demandait évidemment si tu allais pouvoir apporter ta touche. Hein. Je pense que là, ce petit chantier, tu le confiais, le chantier actuel, c'est surtout pour le mettre aux couleurs, ce bateau de ton nouveau partenaire. Est-ce que tu y apporteras quand même ta touche peut-être un peu plus tard? C'est quoi d'ailleurs la touche Alan sur un bateau? La touche Alan, c'est souvent d'avoir le bateau le plus simple possible. Parce que plus on rajoute de choses, plus il y a de potentiels problèmes qui peuvent s'accumuler. Et ce bateau-là est déjà assez simple en soi, sauf en électronique, ça c'est autre chose. Ma touche, en fait, c'est un des rares bateaux où j'ai pas envie de mettre ma touche parce que je trouve qu'il est parfait. Ouais. Voilà. Alors, il est tout noir, donc on n'a pas eu d'indice, mais quelles seront ses couleurs? Il y aura au moins la touche esthétique. Un petit indice sur la couleur, on ne peut pas forcément deviner juste avec la couleur. Foncé.
Ok, bon, on ne saura rien du tout. On aura essayé, voilà. Merci Alan d'avoir apporté ta bonne humeur sur ce plateau, ce côté easy qu'on voit sur l'eau, alors qu'on sait que tu le disais, hein, c'est pas facile, un Vendée Globe, c'est pas facile de faire de la course au large son métier, mais voilà, tu le fais avec le sourire, la bonne humeur, et on sera évidemment heureux de suivre tes aventures avec une saison dense qui s'annonce et une route du Rhum en ligne de mire. Merci beaucoup à Arnaud et à Tom à la réalisation de ce café. Si vous ne voulez rien manquer de l'Actu Voile, eh bien n'oubliez pas de télécharger l'appli Planète Voile. Nous on se retrouvera dans une quinzaine de jours. Bye bye. Merci Alan. Merci à à bientôt. vous. Merci, Alan. Bye.